finalement, ne regarde pas. Au cas où, c'est bon. أمرهم شافوا صباح بعد اللي محمد لو كنت الوقت مالته J'étais intervenu comme conseil d'un des candidats à la primaire, M. Achirafi Saïd Hachim. J'interviendrai tout à l'heure sur les aspects juridiques de l'actuel contentieux électoral soumis à la Cour constitutionnelle de l'Union des Comores. Donc je ne m'exprimerai pas sur la section politique, mais uniquement sur les aspects juridiques. Dans l'immédiat, je vais passer la parole à M. Ahmad Abdallah, ancien ministre de l'Intérieur, qui vous exposera son analyse de la situation politique. Mais en tout début, je voudrais d'abord vous remercier, notamment tous les journalistes que vous êtes, de vous être déplacés alors qu'on l'a organisé en catastrophe, c'est le cas de le dire, la veille pour le lendemain. Parce que nous sommes dans le cadre d'une actualité brûlante. Avant mon intervention, il y aura M. Amin Chayewa, expert international au développement économique, qui est membre ici en France du bureau exécutif du Haut Conseil franco-comorien, qui vous commentera des documents photographiques et des documents officiels concernant le contentieux post-électoral que j'analyserai sur le plan juridique. Et bien entendu, on réservera le temps le plus large possible à vos questions. Parce que l'actualité est brûlante, on est en situation de coup d'État institutionnel, l'Union des Comores a rarement connu des périodes de longue stabilité, donc effectivement ça mérite des commentaires. Donc je vous propose immédiatement de passer la parole à monsieur l'ancien ministre de l'Intérieur, Ahmad Abdallah. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je me présente. Ahmad Abdallah, ancien ministre de l'Intérieur du premier gouvernement Ikidilou, le président qui finit son mandat bientôt. Je suis membre du parti au pouvoir, du PDC, qui est le parti qui soutenait depuis le premier tour le candidat Mohamed Ali Soualidi Mamadou. Moi-même, j'ai été candidat indépendant aux élections de gouverneur des dates citées du premier tour. La situation que nous vivons aujourd'hui est une situation très difficile. Il faut que les gens qui ont connu les Comores et l'histoire des Comores pensent à l'avenir de ce même pays que nous aimons tous, les îles Comores. Nous avons vécu des situations par rapport à ceux qui veulent aujourd'hui faire le coup d'État constitutionnel, puisque les choses sont claires. Là, ces gens-là, aujourd'hui, sont en train d'utiliser ce qu'ils appellent, eux, le plan B, qui a été prévu. Tous les Comoriens ou ceux qui suivent l'actualité aux Comores savent très bien que l'ancien président colonel Azali Assoumani et l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, l'un a succédé l'autre. L'histoire nous apprend des choses qui nous demandent surtout à mieux réfléchir par rapport à l'avenir de ce jeune pays et par rapport à l'avenir de notre jeune démocratie. Je ne sais pas si ces derniers temps vous avez suivi au niveau des réseaux sociaux toutes les images qu'a fait apparaître le colonel Azali. Je ne sais pas si aussi vous avez vu les images qui ont fait les deux personnalités quand ils se sont déplacés à 2 ou 3 reprises dans l'île d'Anjouan. Tout a été clair, malgré que nous n'avons pas de grands analystes politiques, mais pour des raisons de l'avenir de notre pays, il fallait tout de suite comprendre que le plan B en question
est un plan qui va porter beaucoup de préjudice au pays au cas où la Cour constitutionnelle devrait statuer sur la victoire du colonel Azali. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts du pays que ces gens-là n'ont pas pu défendre quand ils étaient à la direction de l'État et qui tentent, malgré tout, pour cette fois-ci, avec une entente que nous ne comprenons pas, nous autres, par rapport à des intérêts que nous connaissons tous, puisqu'on parle de pétrole. Et quand on parle de pétrole, la situation, vous la connaissez. Par contre, parmi ces candidats-là, il y a eu le candidat Mohamed Ali Soili qui, ceux qui suivent la politique comorienne, savent très bien ce que ce monsieur a fait pour son pays. C'est pour nous autres le meilleur candidat. Il serait à la fois le meilleur président par rapport à toutes les situations qu'il a connues durant les 30 ans de fonction de ministre des Finances des Comores qu'il a eu à assumer. À l'international, au niveau des institutions internationales financières, ce dernier, Mohamed Ali Soili, est l'interlocuteur qui a su entendre et écouter les conseils des organisations internationales pour amener les Comores au niveau actuel, sur le plan financier. Donc tout le monde sait que pour bloquer le pays, il a fallu attendre un jour une telle situation. Donc M. Sambi et M. Azali, avec leur nouvelle coalition, va sûrement bloquer le processus démocratique que nous avons connu depuis 15 ans derrière. Donc, moi, je voudrais tout simplement donner ces quelques explications, mais bien sûr, les données techniques ou juridiques par rapport à la situation, et malgré l'attente que nous avons par rapport au dernier recours, à savoir la Cour constitutionnelle, mais M. Mohamed Ali Soili a déposé des recours, comme le candidat Mouni Baraka, aussi ancien gouverneur de l'île d'Ongazidia, a déposé des recours auprès de la Cour. Et nous comptons que les choses vont se dérouler dans les normes, mais la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est un plan B qui a été bien arrêté avec ces deux candidats, avec ces deux messieurs, l'ancien président Azali comme l'ancien président Mme Abdallah Sambi. Donc maintenant, je peux vous laisser la parole et on répondra aux questions. Voilà, donc je propose de passer la parole à M. Amin Chaïwa, donc expert international en développement économique et, comme je l'avais indiqué, membre du bureau exécutif du Haut Conseil franco-comorien. Et effectivement, on va pouvoir commenter aussi quelques images et documents. Donc si moi je vais faire appel à notre... Les remerciements ont été dits. Ce qui se passe aux Comores, en espérant que votre présence nous permettra de, plus qu'une fenêtre sur ce qui se passe, d'ouvrir grand les portes pour que, de manière tout à fait objective, ceux qui sont en mesure d'informer informent, et que ceux qui sont en mesure d'aider les Comores à ne pas retourner en arrière par rapport au processus démocratique sentent la nécessité de rendre plus audible une autre voix que celle du coup d'État institutionnel en cours, dont certains médias, je ne vais pas les citer, peut-être par méconnaissance, peut-être également par complicité, mais n'ayant pas de preuves, je ne m'hasarderai pas trop là-dessus. Je préfère rester, disons, positif en disant c'est plus par méconnaissance de la situation qu'autre chose. Que se passe-t-il aux Comores aujourd'hui? Je suis né aux Comores, j'ai grandi à l'étranger. Sans trop m'attarder sur ma situation personnelle, mon père a eu à cœur, étant moi insulaire, de me faire découvrir un peu le monde
en me poussant un peu à faire des études au-delà des océans. Et je me sentais comorien, mais pas tellement concerné jusqu'à là, jusqu'à ce qu'il y a une quinzaine d'années, crise séparatiste. Alors que je rentrais d'Afrique du Sud, un certain nombre d'amis sur Paris, j'avais alors autour de 27 ans, m'interpellent en me disant nous sommes français, mais aussi franco-comoriens. Donc, ce pays, même si nous n'y vivons pas, c'est le nôtre. Ceux qui y vivent, ce sont les nôtres. Donc, il faut faire quelque chose. On s'est mobilisé, on a toqué à toutes les portes possibles et imaginables pour essayer donc de contribuer à changer la donne. Là-dessus, arrive en 1999, le 27 avril, si ma mémoire est bonne, et c'est là où je veux en venir, le premier coup d'État du colonel Azali Assoumani. Donc, à la crise politique, s'est rajoutée une crise institutionnelle. Azali a gouverné de 1999 à 2006 sans être partisan. Chacun, avec un minimum d'honnêteté intellectuelle, peut apprécier le bilan, ou je dirais le passif du colonel Azali. Il n'y a rien de personnel entre nous et cet homme que j'ai déjà rencontré et qui par ailleurs a déjà eu l'occasion, à mon humble niveau, de me manifester certaines amabilités, voire une certaine politesse. Pardon. Mais bon, la situation est ce qu'elle est, c'est-à-dire ça n'a pas été une gouvernance profitable pour les Comores, loin de là. Voire certains observateurs, voire représentants étrangers que je ne peux citer, c'était des confidences qui étaient parues dans les publications à l'époque, rendant le rapport de fin de mission de divers horizons, disait ce fut une période exceptionnelle de razzia sur les deniers publics. Moi-même, j'étais en voyage aux Comores en 2004, dans le cadre d'une mission dans le secteur privé à l'époque, et j'avais rencontré une représentante de l'Union européenne qui me disait que l'année d'avant, le point d'achèvement donc, de l'initiative IPPTE, c'est-à-dire l'éligibilité à l'épuration de la dette comorienne, donc via assainissement des finances publiques pour refaire partir le pays, était atteint. Il y avait quelque chose comme 3 millions de dollars dans les caisses, auxquels devait se rajouter un certain nombre de financements internationaux pour faire redémarrer le pays. Tout a disparu en une nuit, distribué dans des mallettes, achat de conscience, parce qu'il y avait une élection. À l'époque, le gouverneur, paix à son âme, candidat d'Azali, s'appelait Bakary. Ce monsieur, l'argent est parti, les Comores sont replongés dans le gouffre, mais le candidat du colonel Azali n'avait pas été élu. Non, il a certainement une part, il aurait pu faire beaucoup. Je n'ai pas été son conseiller, donc je ne suis pas co-responsable du bilan, mais il a quand même réussi là où depuis plus de 15 ans, et Azali et Sambi n'ont pas réussi. Il a réussi à atteindre le point d'achèvement de l'initiative pour les pays pauvres très endettés. C'est-à-dire 75% IPPTE, 75% de la dette comorienne a été épurée. Aujourd'hui, moyennant un équilibre en cours de construction, au niveau donc de la stabilité de recettes publiques, les Comores sont à nouveau éligibles aux financements internationaux. Ce qui est un contexte favorable, qui devrait, moyennant une stabilité institutionnelle, moyennant un système judiciaire opérant, moyennant donc une force publique opérante également, un système d'éducation, etc., un environnement, un minimum d'environnement requis, au niveau notamment des infrastructures, etc.,
qui se construit évidemment avec l'apport des bailleurs de fonds. Donc une situation qui devrait permettre aux Comores de se développer. On ne peut pas bien sûr signer un chèque en blanc à Mohamed Ali Soali, mais ce que je voulais dire par là, c'est que si on devait mettre en balance donc les actions des uns et des autres, on ne peut ne pas reconnaître à cet homme le fait qu'aujourd'hui, il a fait franchir aux Comores ce cap qui ouvre de nouvelles perspectives, et j'en terminerai à ça, et que par contre, le fait de replonger le pays dans l'anarchie ne l'aidera pas certainement à enclencher le démarrage économique. Parce qu'il faut quand même lire les statistiques. Que s'est-il passé? Mouini a suivi derrière, rappelez-moi les chiffres si je me trompe, autour de 15, 15 ouais. et ensuite Azali. 14. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les meilleurs perdants, Maître Saïd Larifou du parti Rija, Hamidou Bourhan, ancien président de l'Assemblée de l'Union, Assemblée nationale, qui était en fait un des alliés de Sambi, arrivé avec 6%. C'est de Larifou 7, plus ou moins 7, et Bourhan plus ou moins 6. Donc, c'est de la plus. Le général Salimou Mohamed Amir, un général républicain qui a fait face à Sambi et qui a rétabli la situation en juin, qui a mis fin à la crise séparatiste et qui a été banni et mis en prison par Sambi parce que refusant le recrutement de mercenaires via le colonel Kadhafi pour constituer une milice privée de Sambi. Donc, Mohamed Abdul Wahab, ancien gouverneur de la Grande Comore, Ashraf Saïd Hachim, un ancien candidat également et un des ténors du parti historique UNDC, de Mohamed Taki Abdul Karim, Mohamed Ali Dia, etc. Toutes ces personnes qui sont des grandes figures de la classe politique comorienne, il y a eu 25 candidats en tout. Donc, ce sont, dans la dizaine de premiers, se sont ralliés à Mohamed Ali Soali, plus le soutien du gouverneur à Nice en juin. Donc, je veux dire, mathématiquement, non pas que Mamadou avait gagné l'élection à l'avance, mais il avait quand même une longueur d'avance, ce qui mériterait quand même qu'on ne puisse pas passer par pertes et profits les 11 250 voix correspondant à 10% du corps électoral enjouané qui n'ont pas été décomptés suite au saccage de 23 bureaux. Et donc, Azali a été proclamé élu par la CENI sur la base de résultats provisoires et incomplets. En faisant, la CENI s'est permis de passer par pertes et profits 10% de l'électorat d'Anjouan, soit 11 250 électeurs. Je m'arrêterai là. Tout d'abord, je vais juste vous montrer, là vous avez une photographie justement d'un des saccages des bureaux de vote sur l'île d'Anjouan. Et deuxième document, c'est un document qui est adressé par le ministre de l'Intérieur à la Commission électorale nationale indépendante. Donc, lui demandant de communiquer la totalité des résultats, attirant l'attention sur le fait qu'il y avait effectivement 23 bureaux de vote où les électeurs n'avaient pas pu s'exprimer compte tenu des saccages, et l'inciter de transmettre un dossier complet à la Cour constitutionnelle, puisque, comme je vais vous l'expliquer en fonction des textes de loi, seule la Cour constitutionnelle est habilitée à proclamer les résultats définitifs. Et vous avez ensuite un dernier document qui est la réponse de la Commission électorale nationale indépendante, qui ne donne pas suite à la demande, qui était pourtant légale et conforme tant à la Constitution qu'à la loi électorale, du ministre de l'Intérieur. Donc on voit qu'il y a une opposition d'interprétation quant à la loi entre la Commission
électorale nationale indépendante, le ministère de l'Intérieur et 2 candidats qui ont effectué un recours devant la Cour constitutionnelle. Donc pour préciser ce qu'il en est, l'article 36 de la Constitution comorienne précise que la seule instance juge du contentieux électoral, c'est la Cour constitutionnelle. Et pour comprendre le litige, il faut se reporter à la loi électorale en vigueur au sein de l'Union des Comores. Cette loi électorale, c'est la loi du 16 octobre 2005. Elle est en vigueur, et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous citer trop d'articles, mais ils ont l'avantage d'être extrêmement simples et compréhensibles. Il y a d'abord 2 articles, ce sont les articles 6 et 7 de la loi électorale du 16 octobre 2005, qui sont des articles qui, comme dans toutes les lois électorales des pays démocratiques, prônent le respect du vote de l'électeur. Donc je vais vous citer, ils sont très brefs, ces articles 6 et 7 de la loi électorale. Article 6, le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être exercé directement ou indirectement selon les modalités prévues par la Constitution de l'Union, par les lois fondamentales des îles autonomes ou par une loi de l'Union ou d'une île. Nul ne peut s'opposer au vote d'un électeur, sauf dans les cas d'incapacité expressément prévus par la loi. Article 7, le suffrage est librement exercé. Nul ne doit tenter d'influencer le choix d'un électeur par contrainte, menace, toute forme de largesse ou de promesse sous peine de sanction. Donc déjà, en vertu de ces 2 articles 6 et 7, effectivement, on ne peut pas accepter que 11 250 électeurs soient privés de leur droit de vote par des violences exercées par le camp d'un candidat qui saccage les bureaux de vote et qui empêche 10% du corps électoral de s'exprimer. Donc là, c'est très clair au niveau de la loi électorale. Ensuite, je vais vous citer les articles 41 et 52 et 53 de la loi électorale, car ils ont l'avantage de préciser, et ça c'est très important, le champ de compétences, les attributions de la Commission électorale nationale indépendante. Parce que tout le problème est de savoir, est-ce qu'en proclamant des résultats provisoires, la Commission électorale nationale indépendante était dans le champ de sa compétence, et est-ce qu'elle a respecté la loi électorale? Donc pour répondre, je vous cite les articles, en rappelant que, bien entendu, il convient de respecter une hiérarchie des normes juridiques, et la loi électorale le précise. Et donc la loi électorale va aussi préciser les rapports entre la Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle. Donc déjà, premier article, dans l'exercice de la compétence mentionnée à l'alinéa 1 de l'article 46 dessus, la Cour constitutionnelle est chargée d'arrêter et de proclamer les résultats des élections. Donc la loi électorale est claire, la seule instance qui a compétence pour arrêter et proclamer les résultats des élections, c'est la Cour constitutionnelle. Donc on a un champ de compétences limité. Et maintenant, précisons un peu plus le statut et le rôle de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. C'est précisé par l'article 52 de la loi électorale. La CENI est chargée sous la supervision des ministères en charge des élections, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, de la préparation, de l'organisation, du déroulement des opérations électorales et de la centralisation des résultats. Donc la CENI centralise les résultats, mais en aucun cas, il n'existe aucun texte dans la loi électorale, ni dans la Constitution, qui autorise la CENI à publier des résultats, qu'ils soient provisoires ou qu'ils soient définitifs. Donc là, c'est clair au niveau de la loi. Je continue. Article 53 de la loi électorale. Après la centralisation des résultats électoraux rassemblés par la CENI, elle les transmet à la Cour constitutionnelle aux fins de vérification, examen des réclamations et proclamation des résultats définitifs. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a écrit à la CENI pour lui demander de transmettre tous
les procès-verbaux de bulletins de vote pour transmission à la Cour constitutionnelle et il lui a demandé de surseoir à toute tentative de proclamation de résultats provisoires qui ne seraient pas conformes à la loi. Article 54, et ça permet de préciser qui a le pouvoir de proclamer des résultats provisoires dans l'attente de la proclamation des résultats définitifs après vérification par la Cour constitutionnelle. Donc la loi électorale prévoit cette situation. Qui a compétence pour proclamer des résultats provisoires? Est-ce que c'est la CENI, comme elle l'a fait, ou est-ce que c'est une autre instance? La réponse est dans l'article 54 de la loi électorale. Dès la fin du scrutin, le ministère en charge des élections, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, peut procéder à la proclamation provisoire des résultats. Donc seul le ministre de l'Intérieur a compétence pour procéder à la publication provisoire des résultats. Il est précisé, ceux-ci sont transmis immédiatement sous pli scellé à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle constate le recensement général des votes, vérifie la régularité des opérations et proclame les résultats définitifs des élections dans un délai maximum de 72 heures. Donc, en tant que juriste, je suis obligé de constater qu'on est dans une situation où un organe indépendant qui a bénéficié, de par le gouvernement, d'une délégation de mission de service public, à savoir la centralisation des votes. En l'espèce, cet organe indépendant, enfin censé être indépendant, parce que malheureusement, il apparaît qu'il a été soumis à certaines pressions, la Commission électorale nationale indépendante a commis un abus de pouvoir. Elle n'avait pas qualité, la loi lui interdit, de proclamer des résultats provisoires. Donc à partir du moment où une instance commet un abus de pouvoir, une instance qui bénéficie d'une délégation de service public, quand cet abus de pouvoir a pour effet de priver de leurs droits constitutionnels, légitimes et sacrés des électeurs, priver 11 250 électeurs de leur droit de vote, surtout dans une élection où les résultats provisoires indiquent qu'il y a un simple écart de 2000 voix entre les deux candidats arrivés en tête. Donc s'il manque 11 500 électeurs, évidemment, ça peut changer le résultat final. Et c'est bien pour ça qu'on se trouve dans une situation, malheureusement, et les deux orateurs qui m'ont précédé ont eu parfaitement raison, en tant que juriste, je confirme qu'il s'agit bien d'un coup d'État institutionnel, puisqu'il s'agit d'une violation de la loi suprême, la Constitution, et d'une violation d'une loi en vigueur qui est la loi électorale. Pour faire une comparaison sportive, quand vous débutez un match de football, que les parties, les deux équipes de 11 joueurs n'arrivent pas à se départager. Le règlement de la Fédération internationale de football association prévoit qu'il y aura des tirs au but pour départager. Et c'est sous le contrôle de l'arbitre. S'il y a une équipe qui a fait le premier tir au but et qui dit « Ah, on arrête, j'ai fait le premier tir au but, j'ai gagné », ça ne marche pas, parce que le règlement de la FIFA dit qu'il faut que l'autre équipe puisse aussi tirer le tir au but pour départager. Et là, il y a un arbitre qui est là pour dire « Ah non, ça ne marche pas. Vous avez accepté de démarrer la partie de football en acceptant les règles de la FIFA. Si vous n'étiez pas d'accord, il fallait boycotter la manifestation. » Là, on est dans la même situation. Vous avez le camp de messieurs Azali et Sambi qui disent « On a accepté de participer aux élections sous le régime d'une loi électorale, mais finalement, on décide de ne plus respecter cette loi électorale pour imposer notre pratique. Et il suffit qu'on envoie quelques amis militaires menacer les membres de la CENI pour qu'ils acceptent, par abus de pouvoir, de proclamer des résultats provisoires qui nous sont favorables, alors que ça n'est pas dans leurs compétences. » Donc là, effectivement, on est en plein coup d'État institutionnel. Et en toute logique, la Cour constitutionnelle, qui est saisie de deux recours contentieux, si elle procède à une bonne analyse juridique de la loi, notamment en vertu des articles 6 et 7 de la loi électorale, va d'abord dire il y a des électeurs qui ont été privés de leurs droits sacrés, donc il faut qu'ils puissent revoter. Et deuxièmement,
la CENI n'avait pas compétence pour proclamer des résultats provisoires. Donc, si ce sont des juges constitutionnels indépendants qui appliquent la loi dans sa littéralité, telle que je vous l'ai indiqué, voilà quelle devrait logiquement être la décision de la Cour constitutionnelle. Et dans ce cadre-là, la Cour constitutionnelle aurait deux possibilités, tout en respectant l'esprit de la loi électorale en vigueur dans l'Union des Comores, telle que je viens de vous la citer. Soit la Cour constitutionnelle indique il faut procéder à un nouveau vote, mais uniquement pour les bureaux de vote qui ont été saccagés, uniquement pour les 11 250 électeurs concernés qui n'ont pas pu voter, ou alors, comme la majorité des incidents se sont surtout produits sur l'île d'Anjouan, on demande de revoter dans toute l'île d'Anjouan pour faciliter les choses et pas recompléter. À mon avis, ce sont deux possibilités qui seraient légales au niveau de l'interprétation de la loi. Donc, moi, personnellement, en tant que juriste assez strict sur l'application de la loi, je trouverais plus logique de revoter uniquement dans les bureaux de vote qui ont été saccagés. Mais ça, je ne suis pas juge de la Cour constitutionnelle, le débat est ouvert. Donc, effectivement, nous avons une situation de grave crise contentieuse. C'est même difficile de dire post-électorale, parce qu'en réalité, pour l'instant, les élections, c'est pour ça qu'avec M. Amin Chaïwa, j'ai une petite différence de sémantique, c'est que pour l'instant, il n'y a pas véritablement publication de résultats, puisque les résultats provisoires ne pouvaient pas être annoncés par la CENI qui n'avait pas compétence. Donc on est dans une situation de vide juridique où c'est à la Cour constitutionnelle de trancher. Parce que, comme je l'ai rappelé de par la loi, seule la Cour constitutionnelle a compétence pour vérifier et proclamer des résultats définitifs. Et comme elle a également seule compétence de par la Constitution pour statuer sur un contentieux électoral, là, elle ne peut plus statuer sur des résultats définitifs, elle doit d'abord statuer sur le recours de contentieux électoral. Et le recours de contentieux électoral porte justement sur la situation des 11 250 électeurs qui n'ont pas pu voter. Donc elle va devoir statuer là-dessus et rendre sa décision pour savoir si ces électeurs privés de leur droit de vote pourront enfin voter. Donc on en est là dans la situation sur le plan juridique. Moi je propose donc de ne pas être trop long, en vous remerciant, vous toutes et tous, journalistes, de vous être déplacés au dernier moment. Donc je propose qu'on consacre une large période de temps aux questions et aux réponses.